Cette semaine à l'émission Parlons politique, je reçois Paul Crête, ancien député bloquiste de la région. Alors, Paul Crête, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à l'émission Parlons politique. Je sais que vous avez été très actif dans le Bas-Saint-Laurent, bien, surtout ici, dans notre région. Donc, si vous me permettez, je vais faire une petite biographie sur vous. Donc, vous êtes né à Hérouville, détenteur d'un baccalauréat en sciences de l'administration de l'Université Laval. Vous avez été conseiller en gestion des ressources humaines dans la fonction publique québécoise. Par la suite, vous devenez le directeur du personnel et secrétaire général du Cégep de la Pocatière et c'est là que vous faites le saut en politique. Vous avez été député du Bloc québécois de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup entre 1993 et 2009 et vous avez quitté votre poste de député fédéral pour faire le saut en politique provinciale. Vous vous présentez comme candidat du Parti québécois dans la circonscription de Rivière-du-Loup. Ça a changé depuis, hein? Et là, vous vous battez contre un certain Jean d'Amour et on connaît la suite, hein? Vous avez perdu vos élections. Et ça, c'était une élection, disons, partielle, hein, suite au départ de la vie politique de Mario Dumont. Donc, c'est à ce moment-là qu'on ne vous a plus vu en tant que député dans notre région, mais je sais que vous avez continué quand même dans la vie politique par la suite. Vous sauriez m'en parler plus tard. Mais tout d'abord, là, ma première question, est-ce que Wikipédia a bien fait sa biographie? Oui, sur les faits officiels, c'est bien fait. Je suis aussi père de 3 enfants et depuis hier, père d'un 3e petit enfant. Mon garçon a eu un garçon, sa conjointe a eu un garçon hier, donc on a 3 petits-enfants depuis hier. Bon. Les 2 autres, c'est des filles qui demeurent à Québec. Je vous le dis parce que c'est un élément important de ma vie, autant que la vie politique. Ah, bien, tout à fait, tout à fait. Puis, ben, je tiens à vous féliciter. Ah, nouveau grand-papa, encore une fois, pour une 3e fois, c'est ça? Oui, il faut surtout féliciter les mamans dans ce cas-là parce que c'est eux autres qui font le principal du travail. Ben, maman de 2 enfants, je vous l'accorde. Merci de penser à nous, les femmes, qui souffrons quand même un petit peu. Hein? Ben oui, donc j'ai un peu parlé de votre biographie. C'était quand même sommaire, hein? C'est en gros un peu votre vie politique. Mais moi, ma première question aussi, là, vraiment, c'est pourquoi vous avez décidé de faire le saut en politique. Vous avez quand même, directeur du personnel, secrétaire général du Cégep de la Pocatière, c'était quand même pas rien. Donc, c'était quoi, qu'est-ce qui vous a motivé vraiment à faire le saut? Est-ce qu'on est allé vous chercher? Vous aviez des contacts? Gilles Duceppe était votre ami, donc c'était quoi? Ben, la ligne maîtresse de ma vie, c'est que je suis un militant politique avant d'être un député. Je vais vous faire un peu d'histoire parce que ça m'apparaît important. Oui. Moi, je suis devenu indépendantiste lorsque M. René Lévesque a créé le mouvement Souveraineté Association, qui était l'ancêtre du Parti québécois. Et je me souviens, j'avais vu une annonce dans un journal pour acheter une carte de membre. Ça coûtait 5 $, c'était en 1968, je crois. Et j'ai envoyé mon abonnement. Et depuis ce temps-là, ben, j'ai tout le temps été militant des partis indépendantistes, soit le Parti québécois, soit le Bloc québécois, même Transition Québec ici au niveau municipal dernièrement. Donc, ma ligne maîtresse, c'est que pour répondre à votre question, je suis venu à la politique active par mon travail de militant. Regardez, je travaillais à Québec après mon diplôme à l'Université Laval et le gouvernement du Parti québécois s'était engagé à régionaliser les personnels des pêches maritimes qui travaillaient au centre de recherche à Sainte-Foy pour les amener en Gaspésie. Moi, j'ai levé la main, j'étais bénévole pour aller là et j'ai travaillé au recrutement de toute l'équipe de professionnels parce que la plupart ne voulaient pas partir de Sainte-Foy, donc on a renouvelé l'équipe en Gaspésie. Et en arrivant à Gaspé,
j'ai eu un téléphone de quelqu'un qui dit « On m'a dit que tu étais un bon militant du PQ, es-tu prêt à t'impliquer dans cette circonscription? » Donc, il y avait eu un lien comme ça dès 1980. C'était juste après le référendum qu'on avait perdu avec 40 des voix. Et je suis devenu président d'exécutif. Et en 81, on a fait élire le premier député du Parti québécois du comté de Gaspé. Donc, pour vous dire que j'étais un militant de l'indépendance depuis toujours. Et quand j'ai déménagé à la Pocatière en 84 pour devenir directeur du personnel au Cégep de la Pocatière et secrétaire général, j'étais toujours un militant. Je vous conte une petite anecdote. Oui. 2 ou 3 mois après l'entrée en fonction, j'avais écrit une lettre à l'opinion du lecteur comme citoyen par rapport à une question politique. Et mon président de conseil d'administration du Cégep m'a dit « Toi, on sait tout de suite ce que tu penses puis ce que tu veux. » Je venais d'arriver dans un milieu et dans le Kamouraska, s'il y a une caractéristique, les histoires de famille durent longtemps. Si tu as émis une opinion, elle est là, puis les gens la savent, puis ça continue. Là. Vous avez juste à aller voir à Rivière-Ouelle, il y a des histoires et des chicanes qui sont là depuis Oui. près de 100 ans à cause de cette question-là, des rouges et des bleus. Il y a même eu des pièces de théâtre qui ont été faites autour de cette question-là. Donc, quand je suis arrivé à la Pocatière, je militais encore pour le PQ, tout en étant directeur du personnel, secrétaire général. Et là, M. Lucien Bouchard a démissionné comme ministre de l'Environnement dans l'équipe de Mulroney. Il a créé le Parti québécois, le Bloc québécois. Et moi, je les ai rejoints, je les ai appelés. C'est moi qui ai appelé pour dire est-ce qu'on peut faire quelque chose avec vous autres? Parce que ça m'apparaissait un très bon outil pour faire la promotion de l'indépendance. Il y a encore dans l'anecdote, à ce moment-là, c'était M. Jean Lapierre, qui était issu du Parti libéral, mais qui était rendu au Bloc, qui était responsable de l'organisation pour l'Est du Québec. Mais lui, il était plus dans la filière de Robert Bourassa qui voulait se servir du Bloc québécois comme d'un outil de pression sur le fédéral, alors que moi, j'étais plus indépendantiste. Donc, mon téléphone, il n'y avait pas de retour d'appel en premier. Puis à un moment donné, M. Lapierre a quitté le Bloc et c'est Benoît Tremblay, qui était député de Rosemont, qui m'a rappelé que lui, je connaissais, qui venait plus de la filière du Parti québécois. Et j'ai créé le Bloc québécois dans la circonscription qui, dans ce temps-là, était Kamouraska-Rivière-du-Loup. Ça ne couvrait pas Montmagny-Lillet. Ça couvrait les Basques, Trois-Pistoles, une partie du Témiscouata, Rivière-du-Loup et le Kamouraska. Et on est parti de rien. Le premier geste que j'ai posé, ou à peu près, c'est d'appeler un M. Hugues Belzile, qui est un excellent organisateur politique pour le Parti québécois à Rivière-du-Loup, qui malheureusement est décédé aujourd'hui. Et je lui ai dit, bon, ben, on fait-tu quelque chose avec ça? Puis, donc, on a créé un exécutif. On s'est implanté. Et en ce temps-là, c'est M. André Plourde, qui était le député conservateur fédéral, qui était très bien perçu, particulièrement dans la région de Rivière-du-Loup. Donc, c'était pas facile de trouver des candidats pour le Bloc. Mais lorsqu'on a commencé à faire l'inventaire, moi, j'étais prêt à ça. J'étais pas le modèle traditionnel de député parce que j'étais dans la fonction publique, j'avais un bon salaire. Devenant député à ce moment-là, c'était à peu près le même ordre de salaire. C'était vraiment par volonté politique, volonté personnelle que je me suis impliqué à ce moment-là. Et j'ai gagné une investiture au Bloc québécois contre un monsieur qui s'appelle Richard Simon, qui venait de Saint-Clément-de-Rivière-du-Loup et qui avait été l'animateur de la réaction de l'abattoir pour maintenir les petits bureaux de poste en milieu rural. Puis, il y avait des impliquants en politique, mais moi aussi en même temps. Donc, on était 2 candidats, puis on a eu à vendre des cartes de membres et à faire, parce que lors de l'investiture, je pense qu'il y avait 400 quelques personnes qui avaient le droit de vote et qui ont voté. OK. Et dans les anecdotes, donc, il y avait 2 candidats pour le Bloc, là, dans cette circonscription-là. Pour être choisi pour le Bloc, parce qu'on était très populaire à ce moment-là. OK. La première élection que j'ai faite, c'est M. Lucien Bouchard qui l'a gagné. On a eu 53 ou 54 députés, on est devenu l'opposition officielle. Moi, je n'ai aucune prétention que c'est Paul Crête qui a gagné cette élection-là. C'est M. Bouchard avec
son envergure et son choix lui-même de quitter le Parti conservateur. Donc, le Bloc, c'est une opportunité fantastique et ça nous a amené dans une période très intense. C'est-à-dire qu'à l'élection en 1993, moi, j'ai été élu avec les 54 députés du Bloc. En 1994, il y a eu l'élection au Québec où M. Parizeau est devenu premier ministre. Et en 1995, il y a eu le référendum. Donc, ça a été une vie politique très intense, puis c'était vraiment ce que je souhaitais qu'il se réalise. Donc, j'ai mis tout mon cœur, et je me suis aperçu aussi que j'aimais beaucoup le travail de député dans le rôle d'ombudsman, le rôle de défenseur du citoyen. Dans cette période-là, l'assurance emploi était très importante, surtout dans une région comme la nôtre, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs saisonniers. Oui. Et les conditions de l'assurance chômage n'étaient pas avantageuses dans le sens que il y avait souvent une période dans l'année, mettons que quelqu'un avait travaillé aux tourbières 15-20 semaines. Après ça, avait le droit du chômage pour 25-30 semaines. Il restait 8-10 semaines par année où il n'y avait pas de revenus. Et on appelait ça le trou noir du printemps. Bien, on l'appelle encore comme ça. Et j'ai travaillé, moi, à ce qu'il puisse avoir un peu un statut particulier pour les saisonniers, qu'on avait gagné un certain nombre de choses, très, très fort pendant. Mais je vous donne ça comme anecdote. J'ai découvert une partie de la tâche de député qui n'est pas celle d'être en chambre et faire des discours, mais d'être dans la circonscription, de représenter les citoyens. Je vous ai donné cet exemple-là, l'assurance emploi, mais je pourrais vous donner aussi l'exemple des pensions américaines. Il y a beaucoup de gens qui vivent le long de la frontière américaine, dans le Témiscouata, mais aussi dans l'île Sud, qui ont travaillé aux États-Unis, se sont mérités une sorte de pension. Et là, à un moment donné, le gouvernement libéral, M. Martin, a voulu que ces gens-là qui avaient un revenu soient imposés sur ce revenu-là. Il y a eu une bataille à la grandeur du Canada pour s'assurer que l'impact sur les gens soit minimal. Et donc, j'ai eu à m'associer avec des députés libéraux d'Ontario, des députés de l'Ouest, parce que partout où il y avait une frontière avec les États-Unis, cette réalité-là existait. Et on a gagné la bataille en partie. Et je me souviens quand M. Martin, au budget suivant, a corrigé la situation, toute la Chambre s'est levée en même temps parce que tout le monde avait l'impression d'avoir fait une petite victoire là-dedans. Donc, quand je donne ça comme exemple, que comme élu, quand on réussit à faire gagner quelqu'un contre le système un peu, là, c'est très valorisant. Donc, ce travail-là, je trouvais ça important. Ce que j'ai trouvé, puis là, peut-être que je diverge, là, mais ce que j'ai trouvé particulier aussi, c'est que d'une élection à l'autre, au gouvernement fédéral, à tous les 10 ans, ils refont la carte électorale en fonction des mouvements de population. Donc, ma première élection, comme je vous ai dit, il y avait les Basques, Kamouraska, Rivière-du-Loup, puis une partie du Témiscouata. La deuxième élection, il y avait eu un changement, c'était ce qu'on appelle le KRTB. Oui, l'ensemble du Kamouraska, l'ensemble de Rimouski, l'ensemble de Témiscouata et l'ensemble des Basques. Ça, c'était le territoire où j'étais plus en connexion directe avec la population. C'était comme une région naturelle. Puis les députés des autres régions, et particulièrement les députés de la région de Montréal, nous enviaient parce qu'on avait un réseau de médias qui nous couvrait très bien. À Rivière-du-Loup, à ce moment-là, il y avait 2 postes de télé, qui avait un bulletin de nouvelles qui était le même, mais qui passait à TVA et à Radio-Canada. Il y avait les postes de radio à Rivière-du-Loup, à Desgelées dans le Témiscouata et à la Pocatière avec Chox. Donc, on avait une bonne visibilité puis un bon échange avec les gens. Puis évidemment, de ce que la télévision communautaire chez vous, eux autres, ils offraient directement l'opportunité de faire des émissions enregistrées. Et je m'y suis mis, là, corps et âme. Et à chaque semaine, soit j'enregistrais l'émission à Ottawa, puis on la transmettait, soit je l'enregistrais directement en studio. Oui, les portes étaient ouvertes pour vous à la télévision communautaire. Oui, oui. Puis c'était un bon outil parce que les gens me voyaient beaucoup et ça leur permettait de me donner de la rétro-information. Parce que comme je faisais rapport, dans le fond, chaque semaine de ce qui se passait, mais si quelqu'un avait un problème, il y avait le réflexe de dire Paul Crête, il peut me régler ça ou son équipe. Et ça m'amène à parler de l'équipe de députés parce qu'un député est bon
en autant qu'il y a une bonne équipe autour de lui. Euh, quand quand j'ai sélectionné les gens au début, les personnes que j'ai, ils sont restés longtemps à mon service et ils étaient au service de la population. Il y en a une qui a été là tout le long du temps, c'est Mme Joanne Damour qui était, elle, vraiment le contact dans la circonscription avec les citoyens qui avaient des problèmes particuliers. Et elle devait s'assurer que, comme j'étais à Ottawa, 3-4 jours par semaine, entre le mois de septembre et le mois de mai, bien, la journée de comté était le vendredi ou le lundi. Et la fin de semaine, la représentation, ça demandait beaucoup de disponibilité de ma part, mais ça demandait aussi beaucoup d'esprit d'initiative et d'être capable de trouver une solution pour l'équipe qui était là dans la circonscription. Bien sûr. Puis tout ça, ben, quand on est dedans, on ne fait que ça, là, quelque part. Et le grand défi, c'est aussi l'équivalence avec la vie familiale, parce que c'était pas nécessairement facile pour ma conjointe. On avait 3 enfants. La plus jeune, elle, je me souviens, je leur parlais au téléphone tous les soirs. Puis ce que ma fille me disait, Maud, c'était quand est-ce que tu reviens dans ton cégep, papa? Oh! Puis elle pensait que ça finirait rapidement. Ben là. oui. Et donc, mais je pense qu'ils ont eu beaucoup de bénéfices aussi de cette chose-là. Là. Fait que c'est un peu l'esprit dans lequel la politique s'est faite. Puis moi, mon implication, ben, elle est venue du fait de mon intérêt et d'aller cogner aux portes pour profiter de l'opportunité quand M. Bouchard a créé le Bloc. Puis j'ai continué à militer au niveau du Parti québécois aussi. OK. En même temps. Ben, au Parti québécois, en même temps, oui, mais j'étais député, là, c'était principalement mon travail, mais je me souviens, entre autres, d'avoir été délégué au premier congrès du PQ après mon élection comme député. Donc, j'étais député du Bloc à Ottawa, mais j'étais aussi délégué au congrès. Puis à ce moment-là, on était en préparation du référendum de 95. Donc, M. Parizeau du côté du Parti québécois, M. Bouchard du côté du PQ. J'ai, entre autres, travaillé à un comité qui avait été formé par M. Bouchard pour préparer ce qu'il appelait un virage autour de la souveraineté partenariale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait Mario Dumont qui avait une approche de ce type-là. Et on voulait qu'au référendum de 95, on appelle le camp du changement, où il y avait M. Parizeau, M. Bouchard et Mario Dumont. Donc, au Bloc, on a travaillé à 5 personnes avec M. Daniel Turp, qui était le président, qui était constitutionnaliste, puis d'autres députés, Francine Lalonde, Pierre Brien, Michel Bellumeur. On a produit un document sur une orientation un petit peu différente du Bloc pour rendre le projet plus attrayant. Après ça, on avait présenté ça à M. Parizeau. Je vais me souvenir le reste de ma vie de la rencontre parce que M. Parizeau, lui, était plus identifié comme un peu réduire l'indépendance. Et donc, là, il fallait qu'il accepte de mettre un peu de d'eau dans son vin. Donc, on a fait ces travaux-là. Puis, un des bons résultats dont je suis content, c'est qu'au référendum de 95, l'ensemble du comté que je représentais avait voté oui à 53 %. J'étais satisfait en un sens, puis non satisfait dans un autre sens parce que je pensais que les comtés francophones comme nous autres auraient un résultat beaucoup plus fort que ça. On avait sous-estimé le sentiment canadien, par exemple, surtout dans le Témiscouata, dans les parties qui étaient plus près des frontières du Nouveau-Brunswick, qui a sorti un vote très fort pour le non dans ce coin-là. Oui. Et dans le reste de la circonscription, c'était plus je dirais, les orientations traditionnelles. Mme France Dionne était députée à ce moment-là au provincial pour les libéraux. Elle avait quand même une bonne assise. Elle a été députée plusieurs années. Donc, elle défendait le camp du non. Nous autres, on défendait le camp du oui. Mais globalement, en termes de résultats, c'était quand même satisfaisant pour nous autres. Puis après, comme on avait perdu le référendum, là, il a fallu décider si on voulait que le Bloc continue. M. Bouchard a quitté. M. Gauthier est devenu chef une courte période de temps. Et ensuite, ça a été M. Duceppe. Oui. Et là, donc, il y avait un rebrassage parce que comme il n'était pas question d'indépendance à court terme,
il fallait accentuer le rôle du Bloc défenseur des intérêts du Québec qui est encore très présent aujourd'hui. Là, je vais faire un retour en arrière pour vous conter une petite histoire, là, une anecdote. Lorsqu'on a été élu en 1993, la première fois qu'on est arrivé au Parlement, nous étions l'opposition officielle dans le Parlement fédéral. Ça voulait dire que c'était nous vis-à-vis de Jean Chrétien. M. Bouchard parlait au nom de toute l'opposition officielle de l'ensemble du Canada, mais comme chef du Bloc. Donc, ça mettait dans l'écran toute la question du Québec de façon fantastique. Et lors de la fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, on avait fait une fête à Ottawa parce que le Parlement finissait sa session et il y avait eu comme une espèce de petite guerre des drapeaux parce que les députés du Bloc et leurs adjoints, on avait mis des drapeaux du Québec partout, par les fenêtres. Et là, les députés anglophones et les députés du Canada ont mis un drapeau du Canada partout. Donc, ça a fait une... Mais c'était pas de l'agressivité, c'était de la manifestation d'intérêt divers. Convivial, disons, là. Vous devez faire une petite réflexion, puis on suivra votre question après. J'écoutais les nouvelles hier sur la question de l'Ukraine. Oui. Et je me disais que le Canada était bien chanceux d'avoir le Bloc. Parce que nous autres, on est l'expression démocratique d'une volonté d'une partie du pays de devenir indépendant, une partie du pays, puis une partie du Québec de devenir indépendant. Ces outils-là n'existent pas dans ce pays-là. Ils sont obligés de régler leurs problèmes par presque la violence. On le voit. Ça montrait que, dans le fond, que plus on permet aux outils démocratiques d'exister, mieux c'est. Plus les gens peuvent s'exprimer par des élections, par des votes, par des débats, plus c'est favorable à une qualité de vie plus intéressante. Tout à fait. Puis oui, vous avez raison. Il faut se compter chanceux d'être dans un pays démocratique où on a plusieurs opinions. Mais ce qui, moi, me désole au plus haut point, c'est que les citoyens ne vont pas voter. Ça c'est un peu dérangeant parce qu'on a on a cette liberté-là de choisir, mais on va pas voter, puis après, on chiale. Donc, c'est un peu décevant. Quand les votes sont importants, les citoyens, ils vont. Au référendum de 95, il y a eu 93 de votes. C'était un record quasiment mondial. Ouais. Ensuite, dans les élections provinciales, les élections québécoises, il y a habituellement entre 70, 72, 75 de votes. Une élection fédérale, autour de 60 entre 50 et 60 Ah. Donc, on voit l'intérêt relatif. Et c'est intéressant, ça aussi, parce que moi, j'ai été candidat dans une élection partielle québécoise que j'ai perdue, mais je me suis rendu compte que les gens n'avaient pas la même exigence pour un député fédéral, un député provincial. Au député fédéral, pour les gens, c'est comme une police d'assurance. On veut quelqu'un qui va aller à Ottawa, qui va défendre nos intérêts, qu'on peut lui laisser ça entre les mains, puis beaucoup de marge de manœuvre sur les positions à prendre. Alors qu'au niveau provincial, comme ça touche l'éducation, la santé, la justice, l'égalité entre les sexes, tout ça, les lignes de parti sont beaucoup plus importantes. Et c'est plus difficile de se faire un nom sur notre nom à nous plutôt que sur le nom du parti. Donc, il y a des intérêts différents là-dedans. Et moi, quand j'ai fait la décision de laisser au fédéral pour me présenter au provincial, quand je regarde ça après le recul, c'était peut-être une erreur parce que j'étais assez fatigué de 15 ans comme député fédéral et je me suis lancé dans une élection partielle à Rivière-du-Loup où c'était pour la succession de Mario Dumont, qui a été député comme moi presque toutes les mêmes années. Donc, ce territoire-là, pendant 15 ans, avait été dans l'opposition autant à Québec qu'à Ottawa. Et là, il y avait une volonté d'avoir un député au gouvernement. M. Damour avait les qualités qu'il avait, puis qu'il représentait ça aussi. Donc, je pense que la population est toujours assez sage, finalement, dans ses choix. Donc, c'est une leçon que j'ai tirée de toute cette chose-là.
Mais je pense que c'est très important que les citoyens soient le plus au courant possible de ce que c'est la vie de leurs élus pour savoir quand ils votent, pourquoi ils votent. C'est un constat qu'on avait fait, notamment avec Claude Béchard, Claude qui est décédé aujourd'hui, mais on a travaillé plusieurs années où on était députés en même temps là, pour la partie Kamouraska et une partie Témiscouata. Et on avait des réflexions politiques autour de ces questions-là parce que quand tu es élu, il y a comme une bulle qui se développe autour de la vie que tu as au Parlement. Par contre, dans ta circonscription, c'est une autre réalité. Puis il faut s'assurer que ce contact-là existe tout le temps correctement parce que sinon, tu peux devenir, entre guillemets, décollé de la réalité. Oui. Et habituellement, c'est ça qui fait l'usure des gouvernements. Il n'y a pas vraiment de gens qui sont élus puis qui sont de mauvaise foi, là. Un gouvernement de premier mandat, habituellement, d'abord, il a réfléchi beaucoup, il a été dans l'opposition, il a des idées neuves, il veut les réaliser, il le fait d'un premier mandat. S'il obtient un deuxième mandat, là, il s'éloigne plus. Et c'est le bon côté de la démocratie, ça permet le renouvellement des personnes et des idées. Très intéressant, cette façon de penser-là. Écoutez, on va finir cette émission sur ce sujet qui était très intéressant, mais on se reparle la semaine prochaine pour faire la suite de notre conversation, Monsieur Paul Crête. On va parler justement de votre départ de la vie fédérale au provincial et aussi la suite. Comment vous voyez la politique actuelle? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle est pareille? Est-ce que le Bloc québécois a toujours son utilité? Est-ce qu'il a changé? Donc, on va parler de ça la semaine prochaine ensemble parce que c'est trop intéressant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes intéressant, M. Crête. Merci, ça me fera plaisir de compléter l'échange avec vous. Ben oui. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour continuer notre conversation. Monsieur Paul Crête, à bientôt.